Bonsoir, c'est l'émission à travers qui s'installe sur votre petit écran. Et cet après-midi, nous avons l'immense plaisir de recevoir une femme qui est très connue pour son parcours dans le système judiciaire haïtien et pour son combat dans la lutte pour le respect des droits de l'enfant. Il s'agit du juge Nora Amilcar Jean-François. Bonsoir, juge Nora. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission à travers cet après-midi. Bonsoir Naïma, c'est aussi un plaisir pour moi. Donc, comme l'objectif de l'émission, c'est de connaître un peu plus nos invités, nous allons vous inviter à piloter notre machine à remonter le temps pour aller jusqu'à votre enfance, votre tendre enfance. Je sais que vous aimez parler des enfants, leur développement, etc. Et vous, comment ça a été pour vous dans le cadre familial? Ah ben, peut-être je dois parler de... Je suis née à Dessalines, 6 octobre. Et c'est là que j'ai fait mes études classiques. Bon, c'était de brillantes études classiques. Hein. Et disons, en famille, papa, maman, soeur et frère, etc. Et puis après, je suis rentrée à Port-au-Prince pour continuer mes études secondaires. Donc, j'ai commencé au lycée des jeunes filles pour terminer au collège Jean-Price-Mons. Et le cadre familial, dites-nous comment ça a été et par rapport à l'attention de votre mère, de votre père. Et ce sont des personnes qui vous ont influencé d'une part? Oui, oui, beaucoup, surtout mon père. Donc, On dit qu'il y a toujours des filles à papa. mon père, parce que je suis enfant du 3e lit de mon père. Hein. Ah, Mon père était un peu... Au moment de ma naissance, je ne vais pas dire que mon père était très âgé, mais bon, quand on est enfant du 3e lit, le père, c'est pas trop jeune. Hein. Disons, la cinquantaine. Et après, donc, il y avait dans la famille, disons, famille père-mère, 4 enfants. Donc, moi, je suis la cadette. Et les 2 autres, disons, c'était une fille et un homme. Disons, le garçon, c'est le Benjamin de la famille. Donc, et vous avez toujours de très bonnes relations avec vos frères? Oui, oui. Nous gardons de très bonnes relations, même quand ils le sont. Pas en Haïti, on s'appelle presque chaque jour, etc. Donc, oui, c'est bien de garder l'harmonie familiale. Nous croyons que c'est important pour notre équilibre. Donc, et vous avez commencé à partager votre parcours académique. Donc, arrivé maintenant à Port-au-Prince, vous avez entamé quelle étude déjà? Et donc, j'ai fait mes études secondaires à Port-au-Prince. Et puis après, je vais directement à la faculté de droit de Port-au-Prince. C'est en 1977. Et pendant que j'étais à la faculté de droit, j'ai fait un parcours, un petit tour, pour dire, à la faculté de médecine. Ah bon? Donc, non, j'étais déjà en 3e année à la faculté de droit. Bon, j'ai laissé tomber la faculté de médecine pour le droit. Après, j'ai étudié... Quelqu'un vous a influencé en ce sens ou bien? Pour laisser la faculté de droit, bien, En fait, pour aller à la faculté de médecine. Oui, à la faculté de droit, bien avant. Faculté de droit, voilà. La famille avait voulu plutôt la faculté de médecine. Alors, le petit tour, c'était pour faire plaisir à la famille parce que j'étais déjà en 3e année à la faculté de droit. Bon. Yeah. Alors... Donc, vous avez laissé la faculté de médecine pour continuer avec vos études en droit. Avec le droit. Et après, j'ai fait la gestion. Donc, et puis ensuite, j'ai milité comme avocat, j'ai étudié la magistrature, mais c'est à l'école de la magistrature en France. Et puis, je continue, je fais d'autres études telles que une maîtrise en administration, études et administration judiciaire,
et une autre maîtrise sur la gouvernance publique. Ça, c'est avec l'UH et Laval, l'Université Laval. Donc, nous pouvons dire que vous avez vraiment un long parcours, mais nous savons que vous êtes juge délégué pour enfants à Port-au-Prince. J'ai été. Ah bon, vous avez été juge délégué pour enfants à Port-au-Prince, mais vous êtes juge actuellement à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Et vous avez été, ou bien vous êtes encore juge conseiller à la défense sociale auprès du ministère de la Justice. C'est ça, pour les affaires de mineurs. Pour les affaires de mineurs, oui. Vous l'êtes encore. Oui. Donc, mais par rapport à ces obligations, dites-nous en quoi cela consiste d'être juge conseiller à la défense sociale auprès du ministère de la Justice pour les affaires de mineurs. Il y a peut-être des téléspectateurs, téléspectatrices qui ne cernent pas bien vos obligations en ce sens. Alors, je vais revenir. J'ai été juge délégué pour enfants de 1996 à 2002. Ensuite, j'ai été à la cour d'appel, juge à la cour d'appel. Donc aujourd'hui, j'ai 17 ans à la cour d'appel de Port-au-Prince, oui. Parce que je suis le juge le plus ancien de la cour d'appel de Port-au-Prince pour le moment. Et pour le juge conseiller à la défense sociale, donc c'est depuis mon arrivée à la cour d'appel, donc j'ai été désigné comme juge conseiller à la défense sociale parce que c'est prévu à l'article 14 de la loi du décret du 20 novembre 1961, c'est-à-dire ce décret régit le fonctionnement du tribunal pour enfants de Port-au-Prince et accorde à ce tribunal plénitude des juridictions en attendant, disons, le fonctionnement des autres tribunaux régionaux pour enfants. Donc, le juge conseiller à la défense sociale, ce n'est pas un personnage, bon, c'est en quelque sorte un personnage épurant dans notre histoire du droit. Dans l'histoire du droit haïtien, il y avait Ulrich I.S. Noël qui était juge conseiller à la défense sociale et vers les années 60, en 61, à partir de la création du tribunal pour enfants de Port-au-Prince. Après, c'était le docteur Charles Legotte. Et puis, c'est votre serviteur, etc. Donc, en général, ce n'est pas une fonction payée. Donc, là, le décret donne au juge conseiller à la défense sociale provision pour donner des conseils au ministre de la Justice, disons, pour l'élaboration de politiques pénales concernant les mineurs en Haïti, disons, définir les grandes lignes de cette politique pénale, etc. Donc, et ça nous amène à cette question-là, magistrat. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en matière d'avancée et du droit pénal et de la procédure pénale applicable aux mineurs? Est-ce que la loi est vraiment effective en cette matière ou bien est-ce qu'il y a des blocages par rapport à l'application de la loi en ce sens? Je ne vais pas parler de blocage, je vais plutôt parler de manque d'intérêt parfois. Il y a la loi, c'est une très bonne loi, c'est une loi pénale. Donc la justice pour mineurs fonctionne en Haïti au pénal. Et on devrait, disons, élaborer une législation civile pour protéger les enfants en danger. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore voté. Donc c'est le CHIFEJ, le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, qui a aujourd'hui une ébauche de cette législation qu'on va discuter pendant les 18 ans du CHIFEJ. On va continuer à faire des discussions autour. Mais pour la justice spécialisée pour mineurs, donc la loi de 1961 demande qu'on désigne un juge délégué pour enfants dans chaque juridiction de première instance. Mais ce n'est pas toujours évident. Le plus souvent, on ne les désigne pas. Donc, il y a 5 cours d'appel. On devrait avoir 5 tribunaux pour enfants. Mais rare, il n'y a que le tribunal pour enfants de Port-au-Prince, celui des Cailles et du Cap-Haïtien qui fonctionne bon gré mal gré, pour ne pas dire clopin-clopin.
Donc, il y a un manque de volonté de l'État haïtien, disons, de faire fonctionner les juridictions spécialisées pour mineurs en Haïti. Bon. Donc, bon, certainement, ça a des impacts sur les enfants. Est-ce qu'on peut même parler de détention préventive pour les enfants? Très bien. Puisqu'on sait qu'on devrait avoir célérité dans les affaires pour mineurs. Ce n'est pas seulement célérité. On devrait... bon, les mineurs, en Haïti, nous n'avons pas de législation. Par exemple, la loi de 61 ne permet pas d'envoyer des enfants en détention avant jugement. Mais ils sont la légion, tantôt à Delma 33 et même à Cabaret, des jeunes filles, des filles et des enfants. Des enfants qui sont en détention avant jugement. Le problème, c'est que on n'a pas fait la prise en charge. La prise en charge n'est pas assurée. Donc, c'est pourquoi j'ai dit un manque d'intérêt dans la question de l'enfance en Haïti. Et ça nous amène vraiment à vous poser cette question par rapport à cette citation. Quand les enfants perdent leur importance pour une société, cette société a renoncé à son avenir, selon Ron Hubbard. Donc, que pensez-vous de cette citation-là? Oui, la jeunesse, c'est l'avenir de toute société humaine. Donc, si disons, on laisse... Moi, je me souviens, j'avais écrit à un ministre, et j'étais encore juste délégué pour enfants, un ministre de la Justice, bon, je ne sais pas le nom qui compte, hein. Ça se trouve dans l'un de mes ouvrages, Un nouveau regard sur l'enfance haïtienne. Oui, on va en parler tout à l'heure. J'ai posé cette question au ministre, est-ce que vous allez construire des citadelles pour protéger la population avec ce qui va arriver en Haïti? Donc, des enfants délaissés sur le champ de Mars, un peu partout, au Montpellier, etc. Donc, aujourd'hui, ils sont devenus grands, ils sont devenus de grands bandits. Alors, comme nous n'avons pas de citadelle, nous faisons face aujourd'hui à tout cela. Ouais. Oui, certainement. Et ça nous amène vraiment à parler de vos ouvrages, de vos différents ouvrages, et surtout le tout dernier qui est la justice haïtienne en question. Donc, oui, c'est un diagnostic. Oui, dites-nous, parlez-nous surtout de vos ouvrages et peut-être du dernier en date. Oui, pour la justice haïtienne en question. Oui. Bon, c'est bien ça, une personne au sein du système qui met le système en question. Oui, un magistrat qui met le système judiciaire de son pays en question. Donc c'est ça, c'est-à-dire que dans la justice haïtienne en question, il y a ce diagnostic dont je vous ai dit et puis aussi des recommandations. Ouais. Donc lorsque vous dites la justice est en question, et quels paramètres vous pointez du doigt, par exemple? C'est-à-dire c'est une remise en question de la justice en Haïti. Donc, est-ce que ça fonctionne bien? Les locaux des tribunaux, le nombre l'effectif des magistrats, donc tout ça. Nous savons que tout ça pose problème et nous faisons face à cette réalité chaque jour. La justice est vilipendée, tout ça. Justement. Donc, et également les magistrats qui font continuellement des batailles. Et lorsqu'il y a le budget qui est voté, là, vraiment, la part qui est réservée... Pas même 1% du budget national. Donc, on peut voir vraiment, comme vous dites, est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à faire fonctionner la justice est traitée en parent pauvre. En parent pauvre, disons, nous avons plutôt un système de justice indigent. Donc, par rapport aux autres pouvoirs, c'est l'indigence. Et vous avez d'autres ouvrages, je crois que c'est la législation haïtienne. Oui, la législation haïtienne en vigueur sur les mineurs. Oui, sur les mineurs. Et donc ça, vous dites que vous avez... C'est un recueil de loi. Et on est à la 4e édition pour le moment. Donc, tout ce qui est en vigueur sur les mineurs,
se trouve dans la législation haïtienne appliquée. Et un autre ouvrage, le droit à l'éducation. Oui, le droit à l'éducation, c'est... Donc, avant, j'ai écrit Un nouveau regard sur l'enfance haïtienne. Et après la législation, c'est Un nouveau regard sur l'enfance haïtienne. Donc, le droit à l'éducation serait le deuxième tome d'un nouveau regard sur l'enfance haïtienne. Donc, c'est la suite. Et puis après, j'ai écrit sur la justice en général, la justice haïtienne en question. Donc, j'ai fait le diagnostic et puis, disons, j'ai proposé un autre manuel, disons, pour les recommandations. Par rapport à l'ouvrage de droit à l'éducation, certainement, et vous présentez, bon, et je vais vous laisser présenter certainement l'ouvrage. Il y a beaucoup de situations là dans le droit à l'éducation, la question de la détention, et beaucoup de situations, détention et autres, et domesticité juvénile. Donc, parlant de domesticité juvénile, il y a un chapitre en créole. Et dans ce chapitre, nous avons vu que dans le Code noir, le Code noir était beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Par exemple, dans le Code noir, on avait prévu que si l'enfant fait un travail, l'enfant pourrait avoir une rémunération moindre, peut-être moitié ou quart des adultes. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, c'est l'exploitation totale, la domesticité. C'est pourquoi la domesticité est considérée comme une sorte de traite des personnes. Nous avons aussi parlé dans la question de naissance, l'enregistrement à la naissance. Et nous avons même édifié avec deux étudiants de la faculté de droit l'arrêt et Boussico contre la République dominicaine. Donc c'est une question qui est très très importante pour nous, la question d'enregistrement à la naissance. On avait terminé notre ouvrage, le droit, un nouveau regard sur l'enfance haïtienne, avec cette question d'enregistrement à la naissance. Et puis on a aussi terminé le droit à l'éducation avec la question d'enregistrement à la naissance. Yeah. Oh, c'est beaucoup de problèmes. Et mais maintenant, le temps de la pause a sonné. Nous réclamons une suspension d'audience et le temps de vous laisser respirer un peu. Nous revenons dans quelques secondes. À vous qui venez de brancher la télévision Pacifique, vous suivez l'émission À travers et vous êtes dans la deuxième partie et nous recevons la juge Nora Amilcar Jean-François et bien sûr, comme nous l'avons dit tantôt, qui a un long parcours dans le système judiciaire haïtien. Nous avons longuement parlé de ce parcours dans la deuxième partie et nous déclarons ouverte la deuxième partie de l'émission, mais qui se tournera notamment autour du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges chez FEJ. Je crois que peut-être des téléspectateurs et téléspectatrices ont déjà entendu parler de cette organisation, mais on va avoir beaucoup plus d'informations. Et avant ça, magistrat, vous avez participé au 4e congrès de l'Association internationale des femmes juges, je crois que c'est EFEJ, et à Ottawa, comme la seule déléguée d'Haïti. Et est-ce à la suite de cette expérience que vous avez pris cette initiative de fonder l'association haïtienne des femmes juges? Exactement, c'est ça. En 1998, j'étais seule déléguée d'Haïti à participer à cette conférence biennale de l'Association internationale des femmes juges. Mais c'était la 4e conférence parce que l'Association internationale des femmes juges est créée aux environs des années entre 89 à 91. Parce qu'il y avait l'Association américaine des femmes juges qui fêtait leur 10e anniversaire, l'association américaine, qu'on appelle l'association nationale. Et à cette époque-là, en 89,
Et l'association américaine avait invité 50 femmes juges, disons, venues de plusieurs continents. Et puis ensemble, ils ont travaillé à l'unisson et ont constaté, ce sont des femmes, travaillent à l'unisson et ont constaté le besoin d'avoir une association internationale. C'est ainsi qu'elles ont créé l'association internationale des femmes juges en 1991. Et disons, il y a eu un premier congrès aux États-Unis, après à Rome, Philippines, en Italie, etc. Et en 1998, c'était à Ottawa, où c'était pour la première fois qu'Haïti a participé à cette conférence. Et on avait exercé des pressions pour qu'on ait une association nationale. Et vraiment, moi, j'ai essayé. Finalement, en 2001, nous étions 11 femmes juges à se réunir au palais de justice. Oui, le 15 août 2001. C'est ça, pour jeter les bases de cette association. 15 août prochain va faire 18 ans que cette association est née. Oui, mais on va savoir beaucoup plus en détail votre vision de l'association. Oui. Bon, l'objectif principal, c'est de faire bouger le droit et la justice en Haïti. C'est ça, parce que le chapitre, c'est le chapitre haïtien. Donc, mais nous rendons service surtout aux femmes, aux enfants. Et bon, quand nous disons à tous les justiciables, y compris les hommes, parce que la famille haïtienne. Donc, avant, on avait commencé à envoyer des enfants en danger à l'école. Donc, c'était à partir de nos cotisations, des cotisations de certains avocats, des sympathisants, etc. Alors, c'était pour les enfants c'était avec une sorte de quota. 20 enfants, dont 15 filles, 5 garçons. Donc, discrimination positive. Parce que nous avons constaté que les filles ne vont pas à l'école comme les garçons. Yeah. Aujourd'hui encore, on préfère envoyer les garçons au lieu que les filles. Et après, c'est quelque chose que nous avons laissé pas longtemps, quand nous avons constaté que le pouvoir politique avait dit qu'on aura la scolarisation universelle. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, la scolarisation universelle. Donc, nous avons participé à des congrès de l'IAWJ et nous autres aussi, nous avons réalisé beaucoup de conférences, de formations, etc. Formation à l'intention de tous les acteurs du système judiciaire, en particulier formation sur la traite des personnes. Nous avons formé beaucoup de magistrats, de professionnels du droit, il y a des policiers, il y a des agents sociaux, etc. En matière de traite des personnes, disons dans 2 projets. Un projet de 2011-2014, 2014-2018, non 2015 et 2000, mais c'est seulement en janvier dernier que ce projet a été clôturé sur la traite des personnes. Mais nous continuons. Nous avons aussi mené une caravane de sensibilisation à travers les 18 juridictions du pays pour sensibiliser les parents sur la traite des personnes, avec un accent particulier sur la domesticité juvénile qui est considérée comme une sorte de traite des personnes. Et je vais profiter pour dire au public que la traite des personnes, c'est un crime, la domesticité est aussi un crime. Et les punitions sont très sévères. C'est entre 7 à 15 ans de prison. Et quand il y a circonstances aggravantes, c'est la perpétuité, la prison à vie. Donc cette loi est votée en 2014 par le Parlement haïtien. Donc il y a des punitions très, très, très sévères dans cette loi. Nous autres, nous avons fait, disons, la vulgarisation de cette loi à l'échelle nationale et internationale. Ah ouais. Donc,
À part ça, comment est-ce que la communauté haïtienne saisit la portée de cette initiative et ce que chez FEJ est en train de faire, bon, disons, partout dans le pays, comment Oui. on reçoit chez FEJ? Donc, nous faisons un travail de terrain chez FEJ, c'est-à-dire que quand on va dans les régions, ou bien quand on est en face du public, parfois, ça pose problème parce que c'est déjà ancré dans nos mœurs, la domesticité. Parfois, les gens, parfois même des collègues, hein, des policiers ou bien n'importe quel agent public, vous dire mais non, c'est pas bien, on ne devrait pas avoir une loi contre la domesticité parce que c'est déjà ancré. Mais nous ne faisons pas seulement ce travail. Parce que le fait que nous n'avons pas encore la législation civile sur l'enfance en danger, en 2017, le CHEFEJ, avec le concours de plusieurs partenaires, a élaboré une législation civile sur l'enfance en danger. Au cours des 18 ans du CHEFEJ, on va faire un atelier de travail autour de cet avant-projet de loi pour finalement envoyer au Parlement. Donc, ce que nous avons fait également, nous avons mené un projet au CAI. Ça, c'est sur les enfants en conflit avec la loi. Et dans ce projet, une soixantaine d'enfants, disons, le chef est intervenu, disons, par le biais des avocats qui travaillent avec nous et puis des stagiaires aussi. Des stagiaires de l'Université d'État d'Haïti. Donc, nous avons travaillé sur des dossiers de 75 enfants environ. Et nous avons produit un manuel de formation sur les enfants en conflit avec la loi. Et à l'aide de ce manuel, on a formé environ 500 élèves dans des écoles dans le département du Sud. Donc, et puis, il y a des familles aussi qui sont sensibilisées sur cette problématique. Alors, aujourd'hui on est en 2019, on a commencé aussi avec un projet sur l'enfance en danger. C'est avec l'UEH, l'Université d'État d'Haïti, et un autre partenaire, c'était des hommes. Nous avons commencé un autre projet sur l'enfance en danger. Et il y a beaucoup de stagiaires aussi. Dans ce projet, nous faisons des groupes, disons des groupes de 6-7 stagiaires qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils vont dans des foyers d'accueil, voir est-ce que les enfants ont des actes de naissance, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux aussi de la faculté des sciences humaines, est-ce que les enfants sont bien traités, est-ce que les enfants méritent un placement judiciaire. Donc le premier groupe a terminé, disons, au mois de mai-juin, là. Et puis ce groupe aura, disons, le certificat de participation, de travail. C'est-à-dire le 15 août, au moment du cocktail, on va délivrer ces certificats au premier groupe. Donc, et puis il y a beaucoup de cas qui sont en cours de traitement. Des enfants qui sont en prison, des enfants qui sont victimes aussi, par exemple victimes de viol et autres. Disons, ce sont des cas qui sont traités. Les stagiaires, disons, font des rapports, réalisent des rapports, et puis les avocats interviennent pour traiter ces cas. Et c'est en cours maintenant ce projet. Donc, je crois que vous avez déjà commencé à parler du bilan et du CHEFEJ, mais quand même, ça ne m'empêche pas de vous demander vraiment, et par rapport à l'exercice en 2018-2019, et en tant que directrice, je peux dire directrice exécutive du CHEFEJ, donc quelle est votre satisfaction par rapport à cet exercice? Oui, et on est satisfait parce que si on est intervenu, c'est-à-dire ça c'est dans le département de l'Ouest et du Sud-Est. Donc sur 4 juridictions, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets. Et bon, pour Petit-Goâve, il n'y a pas beaucoup de cas. Mais Jacmel, dans le Sud-Est, donc c'est pas loin de la ligne frontalière. Il y a beaucoup de cas de traite dans ce département, dans le département du Sud-Est.
Et il y en a aussi à Port-au-Prince, et à la Croix-des-Bouquets, il y a beaucoup de cas. Mais comme nous travaillons pour le moment sur l'enfance en danger, c'est-à-dire protection à accorder aux enfants qui sont victimes. Donc c'est le complément de l'autre projet. Parce que le premier projet, c'est sur l'enfance en conflit avec la loi. Donc, dites-nous par rapport à cette nouvelle année, vous avez 18 ans déjà. Comme tu as parlé de bilan, donc là, les étudiants ont déjà touché plus de 100 cas. Hein. Entre décembre à aujourd'hui, ils ont travaillé sur plus de 100 cas. 100, je n'ai pas le chiffre avec moi, mais plus que 100 cas d'enfants, disons, en difficulté. Donc, par rapport à ce projet, vous avez parlé de l'autre projet, Enfants en conflit avec la loi, mais ce projet a pris fin? Oui, c'était 2015-2017, le premier projet. Oui, et puis le projet sur l'enfance en danger, ça commence en 2018. 2018 pour 2020. 2020. Oui. Donc, vous avez quand même, peut-être, je ne peux pas dire le temps vraiment de résoudre tous les problèmes qui se dressent devant vous, mais quand même, vous allez continuer sur ce point-là. Oui, mais malheureusement, parfois, on n'arrive pas à atteindre, disons, tous les départements. Et on avait travaillé, c'est ça, on avait travaillé dans le département du Sud et pour l'enfance en conflit avec la loi. Et ça, le département du Sud, c'est les cas, juridictions, cours d'appel. Des cas, c'est les cas, les couteaux, et puis Aquin, etc. Mais pour maintenant, c'est Port-au-Prince, Sud-Est, bon, c'est Jacmel, parce que la juridiction de Jacmel. Et puis pour l'Ouest, il y a Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et puis Petit-Goâve. Ok. Donc, vous dites Petit-Goâve, il n'y a pas beaucoup de cas de traite par rapport à Port-au-Prince, par rapport à la Croix-des-Bouquets, vous dites? C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'interventions concernant la juridiction de Petit-Goâve. C'est Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince et puis Jacmel. Il y a beaucoup de cas dans Donc, par rapport aux 18 ans de chez Fèche, rapidement, et dites-nous, vous avez peut-être des activités en cours? Oui. Donc, on va voir rapidement et nous aurons une visite de prison des femmes qui sont incarcérées, des filles également. Et puis, il y aura une formation en genre et sur l'accueil de victimes de viol. Pendant la semaine d'anniversaire, en prélude à l'anniversaire. Et puis nous aurons une exposition d'ouvrages juridiques et des œuvres produites par des femmes et pour des femmes. Vos ouvrages feront également partie de oui, je crois, parce que c'est de communication plus qui s'en charge. Et puis quoi d'autre? Nous aurons la journée, donc pendant la journée de fête, le 15 août, il y aura une messe d'action des grâces, c'est à Saint-Louis de France, à 9h30. Après, on va défiler en torche pour aller jusqu'à la Cour de cassation. Et puis, le soir, à la Cour de cassation, on va travailler, on aura des ateliers sur le projet de loi sur l'enfance en danger. Parce que nous travaillons, c'est à l'aide de textes épars. Il n'y a pas vraiment une législation civile pour protéger les enfants en danger en Haïti. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis après, on va continuer à faire d'autres consultations. Donc, on aura un atelier et après la messe.
Et puis le soir, il y aura le cocktail, il y aura le gala d'anniversaire. Et puis c'est là qu'on va, avec, disons, Jukan, on va danser, hein, toi, tu peux. En tout cas, ce serait difficile pour moi de danser, mais quand même. Bon, c'est très bien. On souhaite déjà à Chefège très très bon anniversaire, déjà 18 ans. Oui, déjà majeur, Oui, sera majeur oui. dans quelques jours. Oui, et pas mal d'activités, pas mal d'initiatives déjà pour Chefège. Mais sur ce point, nous déclarons la séance fermée, magistrat. C'est déjà la fin de... bon, si vous avez quelque chose peut-être à ajouter. Peut-être comme perspective. Peut-être une minute. Oui, comme perspective, Chefège travaille jusqu'ici dans un cadre bilatéral. Bien qu'il y a toujours le résultat bilatéral parce que c'est un chapitre d'une organisation internationale. Donc, après 18 ans, le Chefège compte élargir le cadre, c'est-à-dire travailler dans un cadre plus large que le bilatéral. Ce sera intéressant pour pouvoir... oui, par exemple, pour les commissaires, les professeurs de droit, pour toucher beaucoup plus les professionnels du droit en général, maintenant peuvent travailler mieux avec Chefège dans un cadre plus large que le cadre bilatéral. Parce que assez souvent, on nous fait des reproches, on nous dit pourquoi c'est seulement une association des femmes juges? Est-ce que les femmes commissaires, disons, les femmes notaires, etc., et autres, d'autres professions judiciaires, elles ont vraiment leur part à apporter. Oui. Donc là, à partir de 18 ans, on va voir comment on pourra élargir le cadre. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas qu'on va laisser le bilatéral. Donc, on sera plus large. Vous serez plus ouvert. C'est pas qu'on ne va pas dire on va laisser tomber l'association internationale des femmes juges. Non, ce n'est pas ça. Donc, l'association internationale des femmes juges est là. Et disons, nous pourrons, parce que c'est femmes juges seulement. Donc, on va voir dans quelle mesure on pourra. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes juges en Haïti. Donc, il y a environ une centaine. Elles ne sont pas nombreuses, comme les hommes, parce qu'il y a discrimination. Et beaucoup de femmes. C'est maintenant que... Oui, on est en train de faire des efforts. Au moment de former l'association, tu as vu, il n'y avait que 11. On n'avait que 11 femmes juges. Oui, 11 à l'époque. Aujourd'hui, s'il y a une centaine, c'est un progrès. Oui, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc, comme nous l'avons dit sur ce point, encore une fois, nous déclarons la séance fermée. Magistrat Nora, merci encore une fois et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci aussi. Et merci à vous qui vraiment, et vous qui prenez le plaisir de regarder chaque nouveau numéro de l'émission à travers. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, restez sur la télévision Pacifique.